Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Top départ pour cette 106e émission de Et si on parlait de sport. Chaque semaine, nous entrons sur le terrain pour mettre en lumière ceux qui font vibrer le sport dans l'effort comme dans la passion. Ici, pas de temps mort, témoignages, analyses, coups de cœur et de belles performances sont au programme. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport qui jouent collectif avec nous chaque semaine. Et bien sûr, merci à notre équipe d'animatrices et d'animateurs, chroniqueurs, consultants, des coéquipiers de haut niveau. Et le match commence maintenant. Et si on parlait de sport? Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. Au sommaire, en première mi-temps, cap sur le cyclisme toulousain avec une équipe qui monte. Le Stade Toulousain Cyclisme Academy, une structure jeune mais déjà incontournable, des résultats exceptionnels, une vision moderne du sport amateur. 3 invités pour en parler, Vincent Montaner, président passionné, Simon Lullier, manager et ancien coureur, et Timéo Gouzi, jeune espoir du peloton. 3 regards, une même passion et une ambition commune, faire du vélo bien plus qu'un sport, formation, valeur, ambition. Et le Tour de France qui arrive à Toulouse, ne ratez pas cette rencontre pleine d'énergie et de conviction. Et en deuxième mi-temps, cap sur Balma, en région toulousaine où le sport et solidarité sont unis pour une cause essentielle, la défense des droits de l'enfant. Le samedi 14 juin, le stade Nicolas Campaya a vibré à l'occasion d'un match exceptionnel entre le Variété Club de France et une sélection du club de football de Balma, dans le cadre de la Giresse Cup UNICEF, un événement parrainé par une légende du football français, Alain Giresse, ambassadeur de l'UNICEF à Toulouse, qui a réuni autour de lui, avec la complicité de Jacques Vendroux, journaliste sportif emblématique et manager général du Variété Club de France, de grands noms du sport comme Marius Trésor, Christian Carambeu, Souleymane Diawara, Claude Puel, Richard Gasquet, pour ne citer que. À l'initiative de cette rencontre inédite, le Balma Sporting Club et son vice-président Jean-François Simal nous parleront dans un instant de l'impact de ce match à la fois sportif, humain et profondément engagé. Alors installez-vous bien parce qu'aujourd'hui on parle foot, émotion et solidarité. Et si on parlait de sport, c'est parti! Mais avant d'entrer sur le terrain, un petit tour par l'avant-match. Et si on parlait de sport, avant-match. Et oui, un avant-match avec les principaux résultats sportifs de la semaine. On va commencer par de l'athlétisme avec un record du monde à nouveau. C'était la Ligue de Diamant à Stockholm avec Armand Duplantis qui a franchi 6,28 m dès son premier essai dimanche. Il a ainsi battu son 12e record du monde de saut à la perche. Il y avait le meeting de Leyde aux Pays-Bas. Après avoir battu les records de France du marathon et du 10 km cette année, l'internationale française Megdes Voldu a fait tomber samedi le record national du 10 000 m en bouclant la distance en 31 minutes 23 secondes et 45 centièmes. Il y avait aussi du judo cette semaine qui continue avec les championnats du monde à Budapest. Les premiers résultats français, les moins de 60 kg, Romain Valadier-Picard est devenu vice-champion du monde à 22 ans. Il décroche sa première médaille mondiale. En moins de 73 kg, Johan Benjamin Kaba, champion du monde, le Français de 24 ans qui a brillé, souvenez-vous, aux Jeux Olympiques de Paris l'été dernier, a dominé le Brésilien Daniel Cargin dans un golden score impressionnant. Chez les femmes, en moins de 57 kg, Sarah Léonie Sizik a décroché, elle, la médaille de bronze, son premier podium mondial en individuel. Aux fléchettes, il y avait la Coupe du Monde à Francfort en Allemagne et après une finale haletante face aux Gallois, victoire 10-9 de l'Irlande du Nord qui a remporté cette Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. La France, elle, a été éliminée dès les phases de poule. Escrime, championnat d'Europe à Gênes en Italie. Impressionnante de la phase de poule jusqu'en finale, la fleurettiste Eva Lacheret, 9e tireuse mondiale, a survolé les championnats d'Europe pour s'offrir à 25 ans son premier titre continental. Sans complexe pour sa première sélection chez les seniors, le sabreur Rémi Garrigue, 20 ans et 26e tireur mondial, a décroché la médaille d'or samedi en s'offrant le luxe de renverser en finale la légende hongroise Aron Csiláki, triple champion olympique 15-11. L'autre Français, Jean-Philippe Patrice, lui, s'est paré de la médaille de bronze. Chez les femmes, la sabreuse Sarah Nutsha, 25 ans et 4e tireuse mondiale, a offert au clan français un 3e titre individuel dimanche en décrochant la médaille d'or. La vice-championne olympique Sarah Balzer, elle, s'est inclinée en 8e de finale.
On passe de l'escrime à la natation en eau libre, Coupe du Monde, 3e étape à Setúbal au Portugal. 10e victoire en Coupe du Monde pour Marc-Antoine Olivier, vainqueur du 10 km. Il a devancé son compatriote Sacha Veli. En natation, mais cette fois-ci en bassin, avec les championnats de France qui avaient lieu à Montpellier, Maxime Grousset bat le record de France du 50 mètres papillon et se qualifie pour les mondiaux. Après le 400 mètres nage libre la veille, Anastasia Kirpichikova a assuré sa qualification pour les mondiaux sur 1500 mètres nage libre dimanche. Sur 100 mètres d'eau, Johan Endoy Brouard et Mewen Tomac lui ont emboîté le pas en remportant respectivement l'or et l'argent. Tennis de table maintenant avec le WT Contender de Skopje en Macédoine, tombeuse en 4-7 de la chinoise Fan Chuan en finale. La française Yan Yuan, 32e, a offert à la France et au ping féminin français un premier titre sur ce circuit. En tennis, tournoi ATP aux Pays-Bas, Hugo Humbert est incliné face au Canadien Gabriel Diallo en demi-finale samedi 6-3, 7-6. On passe au golf avec le Major LPGA Classic dans le Michigan. L'Espagnol Carlota Ciganda, moins de 16, a mis fin à 9 ans de disette sur ce LPGA Tour en s'imposant dans le Michigan. Céline Boutier, de son côté, a pris une superbe 4e place, moins 13. Grosse performance aussi pour Dadela Cernuzek, qui est 22e à moins 8. Pour l'US Open, le 125e édition à Oakmont, aux États-Unis, âgé de 30 ans, l'Américain Gigi Spohn, qui était leader du soir de la première journée, a résisté à tout, au parcours, à la météo et aux adversaires pour s'imposer. Le Français Victor Pérez a terminé dans le top 20. Canoë-kayak, 2e étape à Pau, Johan Sénéchaud et Angel Hugues ont terminé respectivement 2e et 3e en canoë monoplace samedi. Le champion olympique Nicolas Gestin a été éliminé lors de la manche de qualification. La veille, en kayak monoplace, Eva Pietracha et Anatole Delassus ont remporté les médailles d'argent. Tituan Castric est 4e et Benjamin Regna 5e. En cyclisme, on passe au BMX avec la Coupe du Monde à Sarrian. 3 ans après la dernière victoire en Coupe du Monde, Sylvain André a triomphé dimanche. La veille, c'est Arthur Pilar, 29 ans, qui a remporté la première victoire de sa carrière. Cyclisme féminin, il y avait le Tour de Suisse avec la Suissesse Marlène Rosser qui a réussi à défendre son maillot jaune jusqu'au bout en remportant la dernière étape dimanche après une attaque surprise sur Demi-Vollering à 5 km de l'arrivée. Et cyclisme toujours chez les garçons cette fois-ci, le Tour de Suisse. Romain Grégoire a remporté la première étape. Le jeune coureur de la Groupama FDJ s'est imposé devant Kevin Vauquelin et endosse donc le maillot de leader. Julien Alaphilippe a terminé 4e dans une étape très réussie pour les Français. Dauphiné libéré, le plus fort de l'échappée et résistant au retour du groupe maillot jaune, le Français Lenny Martinez a remporté la dernière étape dimanche. Tadej Pogačar, lui, s'est offert le classement général pour la première fois de sa carrière. Et enfin, un hommage particulier sur Romain Bardet qui a franchi sa dernière ligne d'arrivée sur une course professionnelle sur la route dimanche à l'issue du Critérium du Dauphiné. Il met un terme à sa carrière professionnelle sur route commencée en 2012 et riche de 11 succès, dont 4 étapes du Tour de France, 2 podiums sur le Tour, deuxième en 2016, 3e en 2017. En hockey sur gazon, National Cup au Kuala Lumpur, mené 5-1 à l'entame du dernier quart-temps par la Corée du Sud, l'équipe de France a renversé le score et s'est imposée 6-5 dimanche. En basket homme, Betclic Elite, c'était la finale malheureux en 2024 contre Monaco. Le Paris Basketball a beaucoup mieux démarré l'édition 2025, dimanche en dominant la Roca Team à l'Adidas Arena lors du match 1, 94 à 82. Handball, homme, Ligue des Champions, Madbourg a surclassé Berlin en finale dimanche 32-26. C'est la 5e fois que le vice-champion d'Allemagne remporte cette compétition. Au lendemain de leur cuisante élimination en demi-finale contre Berlin, 24-34, les Nantais ont relevé la tête pour prendre la 3e place de la Ligue des Champions dimanche à Cologne face à Barcelone, 30-25. Du handball, on passe au volley masculin avec la Ligue des Nations à Québec. 2 victoires, 2 revers, défaits par l'Argentine relancée contre l'Italie, puis victorieux au tie-break devant le Canada. Les Bleus ont terminé l'étape québécoise de la Ligue des Nations dimanche avec un bilan mitigé après une dernière défaite à Québec contre l'Allemagne. En football, la Coupe du Monde des clubs, ça débute bien pour le Paris Saint-Germain qui n'a pas tremblé pour se défaire de l'Atlético de Madrid 4-0 dimanche pour son entrée en lice dans la compétition. Rugby à 13 en Champions League, 13e journée, victoire du Toulouse Olympique 13 face au London Broncos, 24-16.
Rugby à 15, c'était les barrages d'accession en top 14 et Pro D2. Malmené par Grenoble, Perpignan s'en est sorti de 2 petits points, 13-11 samedi et jouera dans l'élite la saison prochaine. Pour Grenoble, déjà battu en finale de Pro D2, c'est une nouvelle désillusion. En top 14, il y avait les barrages aussi. L'Aviron bayonnais a pris le meilleur sur Clermont, 20-3 et défiera le Stade Toulousain en demi-finale. Dans l'autre match de barrage, Toulon s'est qualifié pour la première fois depuis 2017 pour les demi-finales de top 14. Les Varois ont dominé Castres 52-23 samedi à Mayol au terme d'un match intense. Auto F1 Academy, Grand Prix à Montréal. Dans le top 4 des 3 courses disputées à Montréal ce week-end, la Française Doriane Pain sur Mercedes Prema est repartie du Canada en tête du championnat avec 19 points d'avance sur l'Américaine Chloé Chambers, vainqueur de la course principale dimanche. Auto, et là cette fois-ci c'est la Formule 1, le Grand Prix du Canada, aussi à Montréal. Le Britannique George Russell a signé la première victoire de la saison dimanche en remportant le Grand Prix. Il devance Max Verstappen qui est 2e et Kimi Antonelli 3e, tandis que les pilotes de McLaren se sont touchés, ce qui a contraint Lando Norris à l'abandon. Et en auto, pour finir, il ne faut pas oublier les 24 heures du Mans, Ferrari qui s'est imposé aux 24 heures du Mans pour la 3e fois d'affilée avec la victoire de la numéro 83 DAF Corse devant la Porsche numéro 6 et la Ferrari numéro 51, la première hypercard française et l'Alpine numéro 35 qui termine 10e. Et on termine par le championnat de France Rallye Vosges Grand Est, 3e victoire dimanche pour le quintuple champion de France Johan Bonato qui s'impose aussi pour la 3e fois cette saison. Voilà pour les résultats et maintenant place à la première mi-temps de cette émission et si on parlait de sport avec nos invités Vincent Motaner, Simon Lullier et Timo Gouzi. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et oui, retour sur le plateau de Et si on parle de sport. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur les routes de la passion et de la performance, direction Toulouse, où une jeune structure fait déjà beaucoup parler d'elle, le Stade Toulousain Cyclisme Academy. Fondée en 2022, cette académie incarne une nouvelle vision du cyclisme amateur, entre excellence, engagement, citoyen et formation de haut niveau. Avec nous, 3 invités pour en parler. Vincent Motaner, qui est président du club et entrepreneur engagé. Simon Lullier, qui est manager et ancien coureur reconverti dans l'accompagnement. Et Timéo Gouzi, et un jeune espoir du cyclisme français. Bonjour à tous les 3 et bienvenue dans l'émission. Bonjour. 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 Alors pour commencer, vous allez vous présenter pour que chacun puisse entendre un peu qui vous êtes et ce que vous faites un petit peu dans la vie, votre parcours personnel. On va commencer par peut-être Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci de nous offrir cette tribune, Laurent. Et je suis content de partager l'antenne avec Timéo et Simon. Donc vous disiez entrepreneur engagé, et je pense que c'est le parallèle qui peut être fait avec le sport, la performance. Aujourd'hui, en 2025, les enjeux entrepreneuriaux sont évidemment des défis du quotidien à relever, faits d'impondérables, faits de beaucoup, si vous voulez, de défis. Et c'est là le parallèle avec le vélo, et c'est ce supplément d'âme qu'il faut toujours aller chercher. Moi, dans ma journée, dans mon quotidien entrepreneurial, j'opère en tant que distributeur de boissons. Donc nous, aujourd'hui, on travaille l'interface entre les grandes marques qui produisent. On ne va pas les citer, mais on imagine bien tout ce qui peut être vendu dans les cafés, hôtels, restaurants. Et Vincent, il est sportif aussi, Vincent ? Vincent, il lui était sportif. Mon premier amour, c'est le ballon rond. Donc je sais que c'est un sport qui est universel. Vous savez, je pense que tous nos liens avec le sport, c'est vraiment quelque chose qu'on vient chercher dans le cocon familial. Moi, le dimanche, c'était le Canal+, avec la palette à Doucet, Paganelli, à regarder les matchs de Ligue 1 avec mon père. Et donc, si vous voulez, c'est cette transmission qui a fait que, naturellement, mon premier amour fut le football. Après, j'ai fait un petit peu de boxe pour sans doute évacuer un peu d'énergie. Et si vous voulez, après, le quotidien du travailleur ou l'excuse de ne pas trouver le temps a fait que j'ai passé 12 ans de sédentarité. Et là, un petit peu comme une foudre qui vient vous transpercer, le vélo m'a apporté beaucoup. C'est caricatural, c'est cliché, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Je cherchais à me remettre en mouvement. Je suis en vacances sur la presqu'île de Gien, donc pas loin d'hier. Et là, je vois un Volvo hybride matriculé Pays-Bas avec un vélo Bianchi bleu céleste, une merveille, un bijou. Et là, je dis, je veux faire du vélo. Je veux, rien que pour l'objet, en fait, m'inscrire dans cette démarche. Et finalement, j'étais déjà en fait préalablement partenaire du Stade Toulousain Cyclisme Academy. Et j'appelle les copains pour leur demander donc
les conseils, les tuyaux, et c'est comme ça que je démarre le vélo. Je vois que le président il parle beaucoup, on va quand même prendre la parole pour te présenter à toi Timéo. Donc bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Et donc moi je m'appelle Timéo Gouzi, j'ai maintenant 17 ans et ça fait la 2e année que j'ai rejoint le Stade Toulousain Cyclisme. Donc j'ai eu la chance de trouver Simon qui est maintenant mon entraîneur depuis 2 ans. Et donc voilà, j'ai la chance d'être dans le Stade Toulousain Cyclisme maintenant et de pouvoir participer au meilleur calendrier, à des courses internationales et avoir un calendrier de courses qui est vraiment garni. Et voilà, je prends un maximum de plaisir maintenant à faire du vélo depuis presque 10 ans. Donc voilà, c'était une chance quand je suis passé junior, je voulais intégrer une structure qui me permette de participer à des grandes courses et pouvoir faire de grandes choses. Et grâce à Simon et au Stade Toulousain Cyclisme, maintenant c'est possible. Donc actuellement, voilà. On va enchaîner avec Simon. Yes, merci Laurent pour ton accueil. Moi c'est Simon Lullier, j'ai co-créé avec Yannick Périssé et Loïc Gouzi l'académie du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain existait déjà grâce à Jean-Louis Sainte-Livrade, une structure où il y avait déjà quasiment 90 licenciés. Et on a apporté, on va dire, la performance au sein de cette structure. Non mais et moi, ce qui m'intéressait, c'est le personnage. Après, on va parler du terrain, mais Simon, c'est qui ? Simon, c'est un ancien sportif qui n'avait pas les capacités physiques pour passer professionnel, mais il avait cet amour, on va dire, pour l'accompagnement et les athlètes. J'ai commencé en entraînant un premier athlète, Clément Le Cerf, qui est devenu champion de France la première année. Et puis, je suis parti à l'étranger pour voir ce qui se faisait ailleurs. Donc, je suis parti en Australie. J'ai créé une équipe à Sydney là-bas, directement une école de vélo avec des jeunes athlètes qui n'avaient pas forcément la possibilité de faire du vélo. On les a intégrés dans un centre d'entraînement, centre de performance, sur le VTT et sur la route. On a eu un champion d'Océanie, un champion d'Australie. Et puis je suis rentré en France pour le Covid. Retour, on va dire, ça m'a permis de passer mon diplôme d'état d'entraîneur sportif et de pouvoir créer après une année de formation le Stade Toulousain Cyclisme Academy et l'académie qu'on est en train de créer actuellement. Alors justement, on va passer tout de suite à cette question. Le Stade Toulousain Cyclisme Academy n'a que 3 ans, mais il fait déjà beaucoup parler. Vincent, c'est quoi le secret de ce développement express ? Si vous voulez le secret, c'est la meilleure façon de dire qu'il n'y en a pas. Là, évidemment, c'est vraiment simple. Il suffit de venir avec le staff, les encadrants, les coureurs, si vous voulez, sur une course pour comprendre. Évidemment, il y a cette notion de performance où chaque détail est pris en compte, chaque approche du vélo, qu'il soit tactique, stratégique, préparation en amont des courses, est évidemment important. Mais si vous voulez, c'est surtout une bande de potes. Et je pense que Timéo le partagera avec beaucoup plus de vérité que moi. Mais je pense que les 12 personnes qui font les coureurs vivent bien ensemble parce qu'il y a un staff qui sait mettre dans situation, qui sait mettre, si vous voulez, dans les meilleures conditions pour tirer la quintessence de ces champions. Alors Simon, vous êtes à l'origine de ce projet. Comment avez-vous pensé à cette académie finalement ? C'est venu déjà par mon parcours, on va dire, de sportif. Je savais qu'il y avait besoin d'une structure qui accompagne les jeunes et pas forcément une structure privée unique. La chance de l'académie, c'est d'être, on va dire, une équipe mixte. Donc on a plusieurs clubs de la région Occitanie qui nous font confiance et qui nous laissent leurs athlètes sur les plus grandes courses internationales et nationales. Derrière ça, on s'est dit, OK, il faut qu'on aille chercher des partenaires, parce que c'est grâce à ça qu'on va survivre, parce qu'on n'en vit pas actuellement, on survit, mais on fait les choses, j'espère en tout cas, Timéo nous le dira plus tard, mais de la meilleure façon possible. Et avec Loïc et Yannick, à l'époque, on est allé chercher des partenaires qui sont toujours dans le projet. Donc voilà, on est très fiers de les avoir à nos côtés. Et puis sportivement, étape après étape, on va chercher des podiums, on va chercher des victoires au plus haut niveau international. Donc je pense que la recette fonctionne. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la spécificité de cette académie ? Ça va être, je pense, l'encadrement, déjà très professionnel. On a des diplômés d'État, on a des brevets professionnels dans le cyclisme. C'est une richesse d'avoir tout ça, on les a formés. On a notamment aussi des assistants et des mécaniciens, notamment un mécanicien qui est maintenant chez Total Energy, après avoir passé 3 saisons chez nous, donc une belle formation. Et puis, je pense que les athlètes s'y trouvent bien parce que, ok, on sait faire la part des choses entre la performance, la partie bac aussi, parce qu'ils ont un double projet, il faut réussir le bac, et on leur laisse le temps, on organise leur calendrier de course pour qu'ils puissent avoir ce temps et scolaire et sportif. Vous êtes ce que l'on appelle au football le centre de formation, vous êtes un centre de formation pour cyclistes finalement. Bientôt, j'espère. On y travaille énormément, en tout cas avec Vincent. On a eu la chance de croiser Monsieur Ntamak
Il y a quoi? Il y a un mois maintenant, Vincent? Tout à fait, ouais. Avec Monsieur Marfin, donc c'est de s'inspirer. Parce que pourquoi cette académie est si singulière? C'est justement ce double projet, 45 joueurs de vélo donc de former et 100% de réussite au bac. Donc c'est aussi les... C'est bien pour les parents là ce que vous êtes en train de dire, parce que faut aussi dire aux parents, voilà, c'est pas qu'ils font pas que du vélo, ils travaillent aussi. C'est important de dire, on sait pas non plus ce qui se passe quand on parle de centre de formation, on s'imagine ils font que ça toute la journée, mais évidemment le but c'est pas de s'en écœurer, et puis c'est comme beaucoup de sports, hein, c'est beaucoup d'appelés et peu d'élus. Le but c'est pas de évidemment avoir rien derrière. On le voit, j'ai échangé avec un ami, un joueur international du Stade Toulousain, qui me disait à 19h là je vais faire un cours sur la transformation dans les entreprises. Il est déjà dans la pré-carrière. Vous voyez, on va peut-être pas tous se reconvertir dans la télévision, le truc où il y a encore aussi peu d'appelés et peu d'élus. C'est certain que non, c'est pas à galvauder, et c'est en ça que la mixité avec l'image Stade Toulousain nous permet d'avoir une vraie typicité qu'on exploite. Vous insistez souvent sur l'accompagnement individualisé, Simon. Comment ça se traduit au quotidien ? Au quotidien, je pense que c'est la communication qui va être la plus importante avec l'athlète. On a la chance aussi d'avoir été athlète. Donc c'est du coaching, vraiment. C'est du coaching. Il y a beaucoup de sportifs, mais réellement, on apprend tous les mêmes choses au Krebs, tout simplement. On sort tous du Krebs de Poitiers grâce au diplôme d'État. On va pas apprendre d'autres choses que nos collaborateurs. La différence, ça va se faire sur la communication, un petit peu d'expérience à droite à gauche, et puis vraiment arriver à mixer tout ça pour que l'athlète se sente au mieux et qu'on puisse l'accompagner dans les meilleures conditions, tout en adaptant avec le sportif, le scolaire, la forme aussi du moment. Il faut vraiment jouer là-dessus. On a la chance maintenant de travailler avec des capteurs de puissance, des capteurs de fréquence cardiaque. On a une visibilité sur quasiment tout ce que l'athlète fait. Donc il faut vraiment mixer tout ça pour que l'athlète performe. Alors c'est intéressant, on a un athlète autour de ce plateau. Et moi j'ai envie de demander à Timéo, concrètement, ça ressemble à quoi une saison au sein de l'académie ? Est-ce qu'ils sont... Alors tu parles entre nous deux, il n'y a pas de problème, tu n'écoutes pas, et tu m'expliques vraiment comment ça se passe, si tu es bien traité, si tu es content de ce qui se passe. Raconte-nous un petit peu. Non, mais une saison à l'académie, donc ça démarre premièrement par un stage de cohésion. Donc avec tous les coureurs, le staff, on se retrouve. On a commencé par faire une journée au stade Ernest Vallon. Donc là, on a pu comprendre ce que c'était les valeurs du Stade Toulousain Cyclisme. Donc on a la chance de porter un magnifique écusson. Et donc on a pu nous le faire comprendre à travers la visite du stade, des vestiaires. On a compris ce que c'était les valeurs, identité du Stade Toulousain Cyclisme. Ensuite, on a fait un petit voyage, je sais plus où c'était à Aspet, avec... on a fait des cours d'orientation de nuit, et ce genre de choses. Donc on a pu vraiment former un vrai groupe. Puis après, on est venu au premier stage en Espagne, premier stage de préparation. Donc là, on a commencé à rentrer dans une optique un peu plus de performance. Donc on a commencé à faire nos premiers tests, etc. Puis on est venu à la première course. Donc là, on a eu le droit au premier briefing. On a eu la chance, parce que la première course s'est très bien passée. Enfin, de la chance, je ne sais pas si c'est de la chance, peut-être que c'est grâce aux coureurs et au staff aussi, mais voilà, tout s'est bien passé jusqu'ici. On a eu maintenant toutes les premières courses UCI. Donc au fur et à mesure, les briefings changent et on commence au fur et à mesure au plus rentrer dans l'optique de la performance. Donc voilà, aujourd'hui on a fait la mi-saison, donc on a eu de très bons résultats, que ce soit pour toute l'équipe, donc tout le monde est content, que ce soit pour le staff, monsieur le président, pour tous les coureurs. Donc voilà, maintenant on va faire cap sur la deuxième partie de saison et sur la fin de saison. Alors justement, pour toi, quels sont les avantages concrets d'évoluer au sein d'une structure comme celle-ci ? Alors, c'est déjà d'avoir un coach qui est diplômé d'État, donc Simon. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc, comme il a été coureur, il sait ce que je ressens, il sait quand je vais pas bien, il sait quand je vais bien. Et avoir un mec comme ça à mes côtés, à tous les jours, ça m'aide, quoi. Donc c'est vraiment super, ça. Et au niveau du groupe, l'ambiance, ça se passe comment ? Vous travaillez ensemble ? Parce qu'il y a des périodes d'entraînement, puis il y a des périodes, on disait tout à l'heure, de travail. Comment ça s'organise ? Au niveau des coureurs ? Oui, au niveau des coureurs de l'académie. Alors, il faut savoir qu'on est 12 coureurs. Sur 12 coureurs, c'est 12 copains. Ça, c'est le plus important. C'est avant les courses, on est tous en train de se parler, il n'y a personne sur son téléphone, tout le monde est ensemble. Et je pense, c'est ce qui fait la différence avec les autres équipes actuellement. C'est qu'on est 12 copains et c'est qu'on est prêt à se limer l'un pour l'autre. Et c'est ce qui, je pense, fait la différence pour l'instant. Donc il n'y a pas de problème au vestiaire, comme on dit. Non, il n'y a aucun problème, tout le monde s'entend très bien. Et c'est une des
première fois que je m'entends aussi bien avec mes coéquipiers. Pour le coup, c'est un réel plaisir. Bon, c'est bien, c'est une vraie équipe de foot, une douzaine de joueurs, c'est ça, c'est ce que je disais, Monsieur le Président. Justement, on va parler un petit peu des performances. En seulement 3 saisons, vous affichez un palmarès assez solide, Simon. Solide, je dirais même plus que solide. On a l'athlète le meilleur en France à l'heure actuelle, Johan Blanc. On a 4 coureurs qui ont fait des top 10 sur des courses internationales. C'est pas toujours le même qui va gagner. Timéo a eu sa chance il y a 2 semaines. Il a fait 3e sur une course internationale, alors qu'il a fait le taf pour ses coéquipiers tout le début de saison. Johan, donc meilleur français, il est maintenant 2e au niveau international. On a des vététistes aussi qui viennent avec nous, et puis surtout ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'au tout début, on n'était pas appelé sur toutes les grandes courses parce que les organisateurs font leur sélection. Maintenant, je pense qu'on a notre wildcard, on va dire, notre accès privilégié. Parce que le staff est compétent. Moi, je suis fier d'avoir Corentin Buisson avec moi dans l'équipe, qui est le directeur sportif référent. On a Jean-Baptiste aussi, un très jeune directeur sportif. Et puis, on a des assistants, pour les nommer, Théo Menant ou Loïc Bouchereau. Tous les deux, ils sont passés par le Vendée U. L'un des deux a été champion de France. Déjà, toute cette atmosphère pour les athlètes, quand ils rentrent dans l'équipe, ils savent qu'ils sont suivis par des anciens sportifs et que les mecs qui leur parlent, c'est pas des charlatans, donc ça fait plaisir. Et donc on est quand même la mi-saison, on a déjà gagné des courses, on a d'autres objectifs. Je pense que le maillot tricolore, on a envie de le ramener à la maison. Jean est prêt pour ça, ses coéquipiers sont prêts à se dévouer à 200% pour lui. Il faut qu'on crée une équipe autour de lui le jour J, et puis j'espère pour lui qu'il pourra aller au championnat d'Europe et au championnat du monde dans les meilleures conditions. Vincent, l'académie, elle ne se limite pas uniquement à la performance, vous avez aussi un engagement très fort dans la vie locale. Ouais, tout à fait. L'académie est jeune, elle a 3 ans, donc l'ancrage fort dans la vie locale, c'est plutôt devant que derrière, et je pense qu'on voit toujours mieux sur le pare-brise que dans le rétro. Ce qu'on peut être sûr dans le rétro et sur le quoi on peut capitaliser, c'est que, et c'est pas anodin, le service course a été basé sur le même site qu'un café vélo, et donc ça crée, si vous voulez, un vrai pôle de synergie entre le lambda qui vient chercher du conseil, les joueurs qui sont là, qui peuvent parler de performance, et si vous voulez, ça vient englober et avoir une vraie transmission. Le vélo, la richesse, c'est qu'on vous parle. Je vous disais, moi j'ai démarré, on m'a pas pris pour le néophyte balourd qui démarrait, on m'a donné de vrais conseils pour me faire gagner du temps. Et il n'y a pas de code de niveau parce que t'es moins bon que moi, je vais pas rouler avec toi. Les gens sont prêts à faire la balade, vous voyez. Et donc la balade, c'est la partie donc Stade Toulousain Cyclisme. C'est aujourd'hui 90 licenciés qui roulent tous les dimanches et jeudis, façon social ride. Donc ça, ce sont vraiment les points dans la vie locale, ce maillage un petit peu de lieux, de convivialité, de connexion et d'échange. Mais effectivement, non, on a de projets qu'on aboutit, qu'on finalise et qu'on ne dévoilera évidemment pas maintenant parce que c'est prématuré, mais sur lesquels on souhaite s'inscrire de façon un peu plus engagée. Simon, tu voulais rajouter quelque chose, non ? Non, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir énormément d'étudiants à Toulouse et je pense qu'on doit créer quelque chose autour de ces étudiants. On a le nom de marque du Stade Toulousain et puis on a surtout la jeunesse aussi du staff. Donc je pense qu'on peut avoir des belles connexions ensemble. Et j'ai vu aussi que vous accompagnez un jeune coureur paralympique. Tout à fait. Tout à fait, Élie de Carvalho, qui a été champion de France ce week-end notamment. Élie, il est licencié au Stade Toulousain Cyclisme. Il est accompagné par un pilote qui s'appelle Michael Guichard. Et il a été entraîné par un de nos staffs, Thomas Harvis, pendant des années. Ils ont réussi à être champion de France aussi tous les deux. Et voilà, Élie, il est impressionnant. Il a été valide comme nous tous il y a quelques années. Il a eu cet handicap. Mais il a su retrouver une passion pour le vélo, son sport de prédilection. Il a réussi à faire une médaille aux Jeux Olympiques et j'espère qu'on pourra le suivre jusqu'à Los Angeles en 2028. Alors, quelques mots sur l'actualité et sur le passage du Tour de France à Toulouse en juillet. Qu'est-ce que ça représente pour vous tous ? Je pense que c'est quand même un événement. Qu'est-ce que ça représente ? C'est plus qu'un événement, c'est une Madeleine de Proust. Moi, le Tour de France, toute la semaine au mois de juillet, c'était encore enfant devant la télé, devant Vinokourov, Jan Ullrich, des coureurs comme ça, des Jalabert. Et j'ai suivi toutes ces époques pour encore admirer Paul Sexas là sur le Critérium du Dauphiné, qui est vraiment un grand espoir. Lenny Martinez hier levait les bras, donc c'est sûr qu'on a les Slovènes et les Danois qui trustent les classements généraux, mais on a vraiment de bonnes ambitions et une fierté à avoir toujours. On est une terre de vélo. Et donc de pouvoir admirer cette caravane, de voir cette effervescence,
Si vous voulez, populaire, c'est quelque chose qui est gratuit au bord des routes, c'est des centaines de milliers de personnes, des millions de téléspectateurs, et ça c'est vraiment quelque chose dont on se félicite, et on est content d'être un petit peu figure de proue, étendard de la performance à Toulouse pour la journée donc, de repos du 15 et de l'étape du 16 juillet. Timéo, ton impression ? Non, c'est sûr que c'est très attendu, je pense, mais pas que par moi, parce on a quand même la chance d'avoir un pays entre guillemets de vélo. Ici, il y a beaucoup de monde qui pédale et qui regarde le Tour de France. Donc je pense que voilà, on a eu la chance de reconnaître le final de l'étape en début de saison avec toute l'équipe. Pour l'avoir reconnu, ça va être quelque chose. On est notamment dans le mur de pêche David. Il me tarde de voir ça vraiment. Un petit idée d'être un jour sur le Tour ? Alors. C'est un sujet qui peut être tabou chez les jeunes, mais moi j'aime bien en parler. Oui, forcément, c'est un rêve. C'est un rêve de passer professionnel. Après, voilà, j'y pense certainement, mais voilà, j'ai encore les études avec moi. J'ai toujours un plan B si le vélo marche pas. Simon, passage du Tour ? Non, ça va être exceptionnel. On a beaucoup de connexions avec les équipes professionnelles aussi. C'est la chance peut-être de l'académie d'avoir beaucoup de contacts et de pouvoir placer nos athlètes dans les meilleures équipes, à passer les rangs juniors. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est aller voir tous les directeurs sportifs, mes amis, et puis accompagner, pourquoi pas aussi nos partenaires qui nous suivent depuis le début, à vivre une expérience unique et puis faire comprendre à la ville de Toulouse aussi que le vélo, c'est important et qu'il faut le soutenir. Quelles sont vos ambitions pour les prochaines années ? Déjà, relever le défi du chemin des cannelés. C'est la montée de Pêche David à 20% et chapeau à eux de l'avoir réalisé en début de saison. On s'est regardé de façon complice et vous avez sans doute constaté ça, Laurent. Nous, on aimerait, vous parliez tout à l'heure d'un genre de centre de formation. C'est pas un genre, on aimerait vraiment avoir une structure avec de l'inclusion. On accompagne, Simon et le staff, 12 jeunes garçons. On aimerait qu'il y ait aussi 12 jeunes filles, d'avoir un modèle parfaitement inclusif. C'est bien de parler aussi du féminin, oui, bien sûr. C'est ce qu'on a envie. Vraiment, aujourd'hui, on voit pareil, juste après la grande boucle, il y aura le Tour de France féminin qui est aujourd'hui toujours plus, de plus en plus regardé, de plus en plus suivi, de plus en plus bankable en termes de partenariat. Il faut vraiment le citer, c'est de bonnes choses, ça va dans le bon sens. Donc nous, on veut une structure avec vraiment un centre de formation, avec les coureurs au même endroit, où il pourrait y avoir des entraînements avec des thèmes spécifiques, vous voyez, pour aller chaque fois un petit peu plus loin. Et vous en parliez pour rassurer les parents, évidemment, avec un internat où l'école, le lycée, le compte-rendu des notes et pas de bordel jusqu'à pas d'heure. Timéo, une ambition dans les années à venir ? Moi, dans les ambitions pour les années à venir, donc déjà commencer par faire un bon début de saison, continuer sur la lancée là que j'ai. Et après, pour l'année prochaine, donc l'objectif numéro 1, ça va être quand même de continuer mes études. Donc voilà, j'ai été accepté en STAPS pour l'année prochaine. Et après, en ce qui concerne le vélo, ça va être d'essayer de trouver une équipe de division nationale 1 et pourquoi pas plus haut pour pouvoir continuer le cyclisme à haut niveau. Ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite. Simon, le mot de la fin ? En tout cas, j'espère qu'on va suivre cette ligne vraiment exponentielle depuis le début et puis qu'on va attirer des nouveaux coureurs aussi. Il faut penser à la suite, pouvoir les former dans les meilleures conditions, les amener au plus haut niveau et puis continuer à gagner des courses. C'est ça qui nous fait vibrer. On part souvent à l'autre bout de l'Europe, à l'autre bout de la France. Tous ces kilomètres, il faut avoir la passion pour les faire, que ce soit les athlètes ou le staff. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir un très bon recrutement. Ça va sortir dans les prochains jours, vraiment l'actualité toute nouvelle. Et puis on espère à la fin de l'été avoir de bonnes nouvelles. Merci à tous les trois pour cet échange passionnant. On retient un parcours engagé, une vision humaine du cyclisme et un projet local qui fait rayonner Toulouse bien au-delà des frontières. Le Stade Toulousain Cyclisme Academy, c'est bien plus qu'une école de vélo. C'est un tremplin vers l'avenir, un lieu de transmission et de passion et surtout une belle aventure humaine. Bonne route à vous tous et à toute l'équipe. Merci Laurent. Merci beaucoup. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités Alain Giresse et Jean-François Simal. Et si on parlait de sport ? Mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune,
le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Et oui, retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, aujourd'hui on vous emmène à Balma, près de Toulouse, où s'est déroulé un événement sportif et solidaire d'envergure, la Gires Cup UNICEF, avec un match exceptionnel entre le Variété Club de France et une sélection locale. Pour en parler, Jean-François Simal, qui est le vice-président du Balma Sporting Club, et Alain Giresse, figure incontournable du football français, ambassadeur de l'UNICEF à Toulouse et parrain de l'événement. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par Jean-François. Un petit mot, Jean-François, sur la genèse de cette belle aventure. Comment est venue l'idée d'organiser un événement comme celui-ci à Balma ? Mais quelques mots sur le club. Balma est un club de foot qui a été fondé en 1957, qui compte environ 500 à 550 licenciés, ça dépend des années, avec beaucoup d'équipes jeunes qui jouent au plus haut niveau, et des équipes seniors qui ont joué au niveau national pendant une vingtaine d'années, même si là on a un petit coup de mou et on joue en R1, mais on espère bien remonter assez vite. Cette idée du tournoi, bien sûr, elle a été mûrie, réfléchie avec Alain par rapport à des actions que l'on se sentait, je dirais, concerné de monter pour essayer de faire en sorte que dans notre sport, notre passion, nous puissions être des acteurs en termes sur les comportements, le respect, le droit des enfants et le droit au loisir des enfants. Alain Giresse, il arrive dans ce circuit-là. On connaît Alain Giresse pour les plus anciens, avec le beau parcours dans l'équipe de France, avec son titre de champion d'Europe à l'époque et une carrière extraordinaire d'entraîneur. Vous êtes maintenant, on va dire, ambassadeur UNICEF sur Toulouse. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans ce projet solidaire aux côtés de l'UNICEF ? D'abord, je suis balmanais. Je suis un habitant de Balma, et puis en étant balmanais, je me suis rapproché du club, comme Jean-François vient de le décrire, et en étant autour du club, voilà, sur des échanges comme ça, on est arrivé justement à essayer de voir, de monter un tournoi. Un tournoi, alors vous me dire, des tournois, il y en a un, il y a le tournoi de Pâques qui fonctionne très bien, qui lui a une existence, et nous avons dit en association avec l'UNICEF. Voilà pourquoi. L'UNICEF, c'est quoi ? C'est le droit des loisirs des enfants, le droit au sport, et donc comment on a pu greffer en fait un tournoi de foot, parce que la base c'est ça, c'est le tournoi de foot qui se fait ici à Balma dans l'accompagnement du club, et l'UNICEF. Mais pourquoi ? Parce que si vous voulez, c'était pas pour se démarquer des tournois habituels, mais c'est simplement pour essayer de remettre un petit peu les valeurs du sport à travers le foot au niveau qu'il doit toujours être, c'est-à-dire surtout sur des enfants, évidemment, d'éviter un petit peu maintenant aujourd'hui que venir au foot, c'est venir avec l'ambition à tout prix de réussir, d'être un grand champion. Bien sûr, on le souhaite à tous. Malheureusement, il y a beaucoup d'appelés. Vous la connaissez la formule, et peu d'élus. Mais il n'empêche que on doit pouvoir permettre. C'est pas pour ça que ceux qui ne présentent pas des atouts pour éventuellement devenir des grands joueurs soient mis de côté. Non, on peut pas, surtout à cet âge-là. Et il y a une notion maintenant, je trouve, qui a un petit peu disparu dans l'approche qu'on peut avoir chez les jeunes du football, c'est la notion de plaisir. Puisque ces enfants, ils ont la passion du foot, mais la passion du foot, il faut qu'ils l'amènent au plaisir qu'ils ont de jouer, de jouer au foot. Et je veux. Alors voilà, et c'était séduisant, et on a mis cela en place, parce que, bon, Jean-François vous en parlera un peu plus par rapport à ce que l'UNICEF, comment elle s'installe aussi dans ce tournoi. Mais voilà, l'idée, elle est là, de se dire, le football, avant tout, c'est un plaisir de venir jouer et de profiter un petit peu du sport sous ses vraies valeurs. Vous avez voyagé un peu partout et donc une carrière de coach, de joueur. Finalement, c'est une suite logique à votre parcours de vous associer à ce type d'événement, surtout à vous occuper d'enfants comme ça, de vouloir transmettre finalement. Mais avant de prendre ce que j'ai connu, je me suis d'abord référé à ce que mon parcours se permettait, sans aucune
sans orgueil mal placé. Simplement, vous l'avez dit, j'ai fait une carrière. Donc, moi, je ne me suis pas rendu compte de tout ça. Mais quand le temps passe, qu'on prend du recul, on rentre un petit peu dans son propre parcours. Et mon propre parcours, c'est quoi? Comment j'ai fait? Vous avez évoqué les grandes compétitions. J'y suis venu comment? Parce qu'à tout début, là, aux âges de ce tournoi, qu'est-ce que je jouais pour quoi faire? Rêver, oui, bien sûr. L'équipe de France, les Coupes du Monde, etc. Tout ça, oui. Mais comment? Par le plaisir d'aller jouer avec ses copains. Alors gagner, perdre, gagner, bien sûr. Perdre, oui, ça fait partie du jeu. Mais voilà, et moi j'ai eu la chance aussi, je dois le souligner, qu'autour de moi j'avais des éducateurs qui nous accompagnaient. Qu'on avait besoin de ces éducateurs. Mais pour nous continuer à nous faire avancer, à nous faire progresser à travers le plaisir qu'on pouvait avoir de jouer. Voilà, donc voilà tout simplement ce que m'ont vécu et tout ça, j'essaye de transmettre à travers ça. Et aujourd'hui, je veux dire que souvent quand on évoque un petit peu des perspectives pour ces jeunes joueurs, ah oui, mais maintenant il y a des rigueurs, il y a de la rigueur qu'il faut avoir, on a des stats au très haut niveau, des stats, etc. et tout ça. Mais moi, je me mets en avant quand je dis, mais oui, d'accord, mais vous n'enlèverez pas ça, ce que je dis, le plaisir, la passion. Et parce que vous pensez que parce qu'on a du plaisir à jouer au foot et à venir s'entraîner et de suivre les conseils d'un éducateur, ça empêche de réussir? Alors, expliquez-moi le contraire à moi. Je suis d'accord, je suis ouvert. Vous allez mal tomber. Alors justement, concrètement, on en avait parlé un peu en off, Jean-François. Comment ça va se passer? Comment ça se passe ce week-end? Parce qu'il y a plein de choses. Il y a le match, effectivement, dont on parlait un petit peu tout à l'heure avec Alain, mais il y a ce match avec le Variété Club qui arrive avec pas mal de personnalités. Mais concrètement, il se passe plein de choses. Alors effectivement, on est à la 4e édition du tournoi, donc Gyroscope UNICEF, pour des U10 et U12. Donc la particularité de ce tournoi, c'est que à un moment donné dans la journée, les enfants, au lieu de faire un match les uns contre les autres, passent dans une salle et nous préparons chaque année des modules de sensibilisation avec des animateurs de l'UNICEF pour les sensibiliser aux droits des enfants, le respect, les valeurs. Il y a les enfants, il y a les éducateurs. Et donc, les premières années, on ne savait pas trop un petit peu comment ça allait être perçu, mais finalement, à chaque fois, on nous dit c'est super, nous, on ne sait pas trop comment aborder ces sujets-là, vous nous rendez un grand service, etc. Et donc, avec Alain, ça nous a encouragés à continuer à renouveler ce tournoi. Alors, juste une petite aparté, pour bien qu'on situe, le tournoi se joue avec l'âge, on parlait d'enfants, alors c'est quoi le créneau? U10, U12. Voilà, c'est important. Il y a 24 équipes d'enfants moins U10, ça veut dire under 10. Oui, il faut dire moins, on reste enfant. Moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Et moins de 12, voilà. Alors justement, ça se passe sur 2 jours, et il y a le grand match, mais tout le week-end, il se passe plein de trucs. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Voilà, ils peuvent venir voir toute la journée, en fait. Tout à fait. Le match, c'est la cerise sur le gâteau, on va en parler un petit peu plus, mais ce qui reste, et Alain y tient beaucoup, ce qui reste, c'est d'abord le tournoi. Et donc le tournoi sur 2 jours, samedi, dimanche, des matchs de poule, des matchs de quart de finale, et jusqu'à dimanche après-midi. Voilà. Donc Alain sera présent sur place, il viendra donner un petit coup d'envoi ou qu'est-ce qui est prévu pour donner envie aux gens de venir quand même? Il n'y a pas besoin je ne vais pas me forcer beaucoup. C'est d'abord le complexe sportif de Blama, je le connais très bien sûr, mais là oui, être au milieu des enfants et les voir jouer. Voilà, c'est du bonheur, quoi. C'est du bonheur. Les parents autour, les amis, les copains. Voilà, oui. Donc, c'est un tournoi. Alors, un tournoi de foot, ça reste un tournoi de foot. Il n'y a pas de règles particulières, simplement ça. Non, on a surtout, c'est l'état d'esprit que l'on développe avant tout. Et c'est pour ça que ces fameux ateliers de l'UNICEF. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Surtout dans la période que l'on vit aujourd'hui. Je dirais que, Alain, vous n'avez pas connu ça, ce type de moment où on s'arrête pour parler aux enfants. Est-ce qu'il y en avait besoin? La question. Alors, c'est ce que je veux. Avant, c'était mieux. Non, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce qu'on en avait besoin? Non. Alors, c'est toujours délicat de parler de ça parce que ouais, c'est ça, sur l'époque. Non, mais il y a des réalités même dans la société auxquelles il faut faire face. Et ça permet, justement, l'UNICEF permet d'accompagner justement ce que nous, on veut mettre en avant et que les interventions de l'UNICEF ont toute leur place là, dans ce tournoi. Alors justement, on parle souvent des bienfaits dans le sport et aussi il y a ces dérives, on vient de l'évoquer, les violences, l'harcèlement, la discrimination, qui sont quand même au cœur, on en avait évoqué un peu ça. Selon vous, effectivement, ce genre d'événement, est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça peut être une solution peut-être pour faire changer un peu les mentalités?
Complètement, et on parle souvent entre nous avec les équipes, avec l'équipe dirigeante du club, c'est que on ne peut pas que se plaindre et constater la situation et baisser les bras. Si nous baissons les bras, j'ai peur que notre passion, elle ne vive pas très longtemps. Et donc on a décidé à notre humble échelle de faire ce tournoi avec ce modèle-là, cette sensibilisation UNICEF, justement pour dire, voilà, nous en tout cas, on ne fait pas que de se plaindre, on essaye d'agir pour faire en sorte que éliminer les mots qui pourraient finir et dominer notre passion. Les mots MAUX. Exactement. Quel impact cet événement peut avoir sur le club de Balma particulièrement ? Écoutez, le club de Balma, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 550 licenciés, de nombreux éducateurs, de nombreux dirigeants. Et donc, et aussi, tout ça est rendu possible grâce au soutien de la ville de Balma, la mise à disposition des installations et l'accompagnement que la ville de Balma fait au niveau du club. L'impact pour nous, il est, on se doit, nous avons une responsabilité RSE comme toute entreprise. Et je dis souvent, vis-à-vis des enfants, nous sommes le 3e niveau d'éducation. Il y a la famille, il y a l'école, et souvent derrière, il y a l'association sportive, que ce soit un sport individuel ou collectif. Et on est le 3e niveau d'éducation. Et je crois qu'on peut dire clairement que ça ne peut pas se mesurer, mais les enfants qui passent dans des clubs comme les nôtres, puisqu'il y a bien d'autres aussi en France qui font un excellent travail, tous les enfants qui passent dans des clubs comme les nôtres, quelque part, on fait ce travail éducatif de 3e niveau, et quelque part, je pense qu'on aide à ce que ça se passe bien pour ces enfants à l'âge adulte. Il est certain que le tournoi est en phase complètement avec le mode de fonctionnement du club. Ça va de pair, ça c'est une évidence. C'est-à-dire ce que nous on veut bien démontrer avec l'appui de l'UNICEF dans le cadre de ce tournoi, mais on le fait sur un tournoi, sur 2 jours. Sur 2 jours, donc au mois de juin, on n'en est qu'à la 3e édition, mais ce que l'on évoque, là, et les valeurs qu'on va mettre en place, ce sont le quotidien du club de Balma, du Sporting Club de Balma, qui fait que dans son mode de fonctionnement, à l'intérieur de toutes ces équipes, alors évidemment, de différents niveaux, entre les seniors qui jouent les perspectives de national et les équipes tout à fait en bas, bien sûr qu'il y a c'est pas la même façon de s'adresser, mais il n'empêche que la toile de fond, elle est là dans le comportement qu'on doit avoir. Et Jean-François l'a bien dit, d'amener cela pour que ça fasse partie aussi. On n'a pas d'un côté un tournoi qui veut mettre tout ça en avant et que de l'autre côté, le club se comporte d'une façon non. Non, c'est pas du tout pas. On repart de l'éducation de base, on prend l'enfant au démarrage et plus on lui donne des valeurs, plus on a des chances que derrière il se conduise. Tout à fait. Et je dirais quelque part, ça nous oblige et ça nous tire vers le haut. Alors, justement, j'ai une petite question, et là plutôt pour Alain, puisqu'on a un beau plateau, et nos amis du Variété Club qui vont venir, et je vais faire cette liaison. Quand on appelle tous ces joueurs, qui sont d'anciens joueurs, par rapport à ce concept, par rapport à cette idée, quelle est leur réaction finalement ? Est-ce qu'ils viennent facilement ? Comment ils voient ça ? Alors, je me permets de préciser, puisque c'est quelque chose de nouveau, en l'occurrence, à travers les 2 jours du tournoi. Ça, c'est classique. Ces 2 jours font partie de la mise en place du tournoi. On a inclus un match de variété. Les variétés, c'est ce club-là qui nous permet, à nous, les anciens joueurs, de pouvoir poursuivre l'envie de jouer au foot, d'avoir la passion de jouer au foot. Et on a mis en place un match ici dans le tournoi le 14, le samedi 14 à 18h, là, pour que cette rencontre ait lieu contre les anciens de Balma. Voilà. Pourquoi ? Alors, comment la démarche que je fais ? C'est très simple. Déjà, d'abord, il faut de la disponibilité pour ces joueurs qui ont arrêté. Et en même temps, il y a 2 choses. C'est qu'il y a quelque chose que je leur ai dit. On a présenté le tournoi en disant JRS Cup, UNICEF. Donc, on a mis l'accent sur le côté UNICEF aussi. Ça parle. Mais moi, demain, donc, dans les différents échanges que j'ai pu avoir les uns et les autres, voilà, j'ai parlé de tout ça. Bon, après, il y a la connaissance que j'ai, le respect que ont les plus jeunes, qui sont quand même des anciens, mais qui sont des plus jeunes, vis-à-vis de ce que j'ai fait, puisque je les devance dans le cadre de la carrière, de leur carrière et par rapport à ma carrière. Mais demain, dans le vestiaire, je vais préciser un petit peu ce que c'est concrètement, dans le détail, ce que c'est
Pourquoi? C'est Gires Cup UNICEF. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on recherche là-dedans? Donc voilà, le résultat, c'est admirable parce que vous savez, dimanche, c'est la fête des pères. Et ben, le samedi, il pourrait y avoir des pères, c'est des joueurs qui sont pères, qui seraient pris parce qu'il faudrait aller voir où leurs enfants viennent chez eux, etc. Ben, ils sont venus et puis ça, c'est appréciable. Donc il y a quelques noms qu'on peut citer qui vont venir. Allez-y. Moi j'avais Barthez, Carambo, tous ces joueurs-là qui en a, Govou, Trésor, Oui. Rocheteau, Oui. et Richard Gasquet aussi, qui est le tennisman qui viendra. Oui, mais Voilà, mais ouais, donc parce qu'il y a c'est des noms. Oui, mais c'est multisport aussi un peu. Il y a quelquefois Yannick Noah, mais malheureusement Yannick Noah, quand on a fait les 100 ans du stade à Bordeaux, On a vu il a fait une grave blessure. Donc oui, à tout moment, bien sûr, mais là, en même temps, vous savez, si vous voulez, quand vous parlez de la venue de ces joueurs-là, ce qu'on évoquait en préambule, sur le côté passion que l'on doit avoir, vous avez la réponse. Aujourd'hui, quand on a arrêté le foot et c'est une après-carrière, si vous venez à un tournoi, si vous venez à un match pour participer, c'est que vous avez la passion du foot. Bien sûr. Et là, on retrouve un petit peu la passion que du jeune enfant qui pouvait être ou qu'on était. Je veux dire, moi, je joue encore. Vous voyez, je viens d'arriver de Pologne pour faire un match pareil contre les anciens Polonais. J'étais en Afrique aussi, pareil. Et elle me dit, mais pourquoi? Mais parce que c'est le terrain, c'est le ballon. Et quand on a la chance de pouvoir y aller, je ne vois pas pourquoi il faut s'en priver. J'ai envie de vous poser une dernière question à tous les deux parce que ça me paraît important. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent et qui se demandent ce que eux aussi peuvent faire pour s'engager aussi à leur manière? Alors, Alain Giresse, il s'est engagé, lui, après son parcours, mais il y a plein de gens qui peuvent se poser la question aujourd'hui par rapport aux efforts qu'on veut faire pour développer, pour aider à travers le sport. Je parle bien du sport. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message? D'abord, on n'a pas la prétention d'avoir la parole divine qui fait que, ça y est, on va faire en sorte que. Mais en tout cas, c'est la façon dont on veut s'exprimer à travers le foot. Et ça, personne ne peut nous en empêcher. Après, je pense que, là aussi, c'est, alors je vais dire dans le droit chemin, hein, c'est présomptueux, mais on est dans le droit chemin de cela. Eh bien, de comprendre qu'ici, des gens qui vont venir, alors déjà, il y aura les parents de tous les jeunes participants, ça c'est évident. Et puis peut-être des amis ou des personnes de la ville qui vont venir ici, c'est de se dire quelquefois quand le football est un petit peu brinque-balancé là, à droite à gauche, qu'il retrouve un petit peu de fraîcheur, quoi, du fraîcheur autour du terrain et que ça n'empêchera pas, à cet âge-là, je l'ai connu, hein, quand on perd de pleurer, hein. mais sainement, quoi, je veux dire, et que c'est pas pour ça qu'on leur saute dessus parce qu'ils n'ont pas réussi, parce qu'ils ont raté un penalty, parce que si, je sais pas quoi. Ça, c'est rien du tout. On est là autour pour les encourager, et c'est cette fraîcheur dans l'approche du foot et du sport que l'on veut, et que les gens sortent de là. Ah, ben c'était un bon moment, un moment de plaisir qu'ils ont eux aussi passé, à voir ces gosses heureux d'être sur un terrain. Revenir à la notion de plaisir, ça me paraît très important à dire. Jean-François, un Mais oui, il faudrait que toutes les personnes qui ont cette passion du football, que ce soit les joueurs, les parents, les éducateurs, etc., arrivent à surmonter quelquefois leurs frustrations, je dirais, par rapport justement à cette dimension, en se disant que il faut absolument qu'on tire notre sport, je dirais, vers le haut, vers ces valeurs-là, parce que sinon, j'ai peur que notre sport n'attire plus et soit pas facilement quelque chose qui fasse envie et qui donne du plaisir aux gens. Il y a régulièrement, même si des fois on voit des choses pas jolies, il y a régulièrement de très beaux exemples, hein, y compris des fois dans des matchs, des grands matchs couperés ou des matchs qui désignent un champion de France, d'Europe, du monde. On voit ou champion d'Europe, on voit des comportements malgré tout dignes, malgré la frustration d'avoir perdu. Ce qui est regrettable, c'est que tout ce que dit Jean-François de l'attitude qu'il peut y avoir, c'est pas celle-là qu'on met en avant. C'est pas celle-là qu'on met en avant. Vous croyez qu'on parle des trains qui arrivent à l'heure? Non. Bon, mais on est dans le même pareil. Et puis je peux vous dire que si vous saviez les grands champions, pour avoir côtoyé, etc., ce qu'ils font, mais dans un anonymat total, complètement, et des plus grands, vous êtes de Ronaldo et Messi, etc., des attitudes-là, mais ça, on ne veut pas. Alors, il faut que
on soit dans cet esprit-là, mais il ne faut pas avoir peur de le souligner quand même. Si vous voulez, il y a toujours, mais c'est toujours l'éternel problème, c'est les minorités bruyantes dont on parle. Voilà. Mais il y a ces attitudes-là, effectivement, vous l'avez dit à travers, bon, ça c'est une évidence sur un terrain, vous gagnez, vous perdez, vous êtes déçus, mais gardez une forme de fair play parce que c'est l'essence même du sport. Merci à tous les deux pour ce moment. On parlera bien sûr des résultats de match, on fera un petit tour. Et à vous qui nous écoutez, n'oubliez jamais que le sport, c'est aussi un formidable moteur de solidarité. Et alors, j'ai retenu une petite phrase d'Alain Giresse, tu me diras si tu es d'accord ou pas. Le football est un jeu d'intelligence avant d'être un jeu de force. C'est une phrase que j'ai trouvée. Je ne sais pas si elle t'appartient directement. Mais je valide alors. Je trouve que cette phrase qui t'a été attribuée, en tout cas, est superbe. Je pense que je la valide complètement, effectivement. Mais je crois que pour tous les sports, je veux dire, tout vient un petit peu de la façon dont on l'aborde. On parlait du fair play, comme ça, dans les comportements. Dans un sport collectif, il faut savoir, et justement encore plus, jouer, partager avec ses coéquipiers, savoir jouer avec ses coéquipiers, c'est un ensemble. Le sport individuel, c'est différent. C'est encore différent. Et ça réclame vraiment, sur le plan mental, vraiment une grande force, puisqu'on est seul à faire face à la compétition. Alors que le football, non. Voilà. Mais certainement, j'ai dû dire ça, oui. Mais je confirme. Merci à tous les deux. Et puis, bon match et bon week-end. Merci. Et tout de suite au micro Et si on parlait de sport, quelques impressions que nous avons recueillies. Géraldine Meneghetti, qui est adjointe au sport de la ville de Balma et qui a largement contribué aussi à cette organisation. Bonjour, vous accueillez aujourd'hui un événement comme celui de Balma, c'est une fierté donc j'imagine pour la ville. Quelles sont vos premières impressions sur les jours qu'on est en train de passer, les 2 journées avec cette grande foule et tous ces enfants? Tout d'abord bonjour. Donc je représente monsieur Vincent Terrainoves, maire de Balma. Donc pour nous la Giresse Cup, c'est un énorme événement qui nous tient énormément à cœur parce que déjà elle cible le jeune public qui est vraiment au centre de la politique sportive de la ville et associé surtout à l'UNICEF qui va travailler en plus sur les droits des enfants. Donc voilà, on est très très fiers et puis bien sûr vient se greffer la cerise sur le gâteau avec ce match de gala du Variété Club qui j'espère va amener beaucoup de jeunes à voir ce beau spectacle. Le match aujourd'hui a une portée particulière puisqu'il est organisé au profit de l'UNICEF, on vient de le dire. Qu'est-ce que ça représente pour vous cet engagement solidaire à travers le sport ? Il est essentiel, le sport il est porteur de vraies valeurs qui parfois malheureusement on va dire se perdent dans des comportements qui ne sont pas adaptés et pour nous c'était, avec Alain d'ailleurs, Giresse pardon, c'était très important déjà de faire un tournoi sur les jeunes mais associé avec l'UNICEF pour parler, protéger nos enfants, leur montrer qu'ils ont des droits dans la société et leur montrer que à travers le sport, ils pouvaient défendre tous ces droits. Et puis il y a une histoire de comportement aussi, voir fouler la pelouse de Balma des légendes du football et même du tennis puisque Richard Gasquet est présent, c'est marquant. Quel message cela envoie selon vous aux jeunes sportifs et finalement à toute la population locale ? Alors déjà pour ces jeunes sportifs, surtout dans le foot, où ils se projettent beaucoup sur ces stars, pourquoi pas leur donner un petit peu d'espoir, de montrer que c'est là. Et puis je pense que ces gens qui adhèrent au Variété Club, c'est des gens exemplaires. C'est des gens qui sont des modèles et qui doivent être des modèles pour nos jeunes, des gens qui prennent de leur temps libre pour défendre des causes, parce que c'est souvent quand même associé à une cause caritative. Là, c'est pour les enfants, donc quel meilleur modèle pour nos enfants. Donc bravo au BSC, à Rogeco, à Jean-Philippe Simaldea et Alain, bien sûr, d'avoir permis ça sur notre ville. On est vraiment très heureux et très fiers. Nous accueillons aussi Marius Trésor, l'inamovible défenseur de l'équipe de France durant plus de 10 ans, 65 sélections dont 23 avec le brassard de capitaine. Il a disputé 2 Coupes du Monde en 78 et 82 et est originaire de Guadeloupe. Il a évolué aussi au club d'Ajaccio, Marseille et Bordeaux. Marius Trésor, une figure historique du football français est avec nous. Marius, très heureux de vous accueillir. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir chausser les crampons avec le Variété Club ? Je ne chausserai pas les crampons parce que je ne joue plus. J'ai subi en 2018 une opération du dos. Donc je ne peux plus faire un peu ce que je faisais avant. La grande garde, comme on l'appelait à l'époque de l'équipe de France, il faut le rappeler, vous étiez dans la défense de cette grande équipe de France. Avec Jean-Pierre Adams, voilà, on formait la garde noire. Mais je suis ici sur une invitation d'un garçon que j'estime énormément,
On a passé de très bons moments en équipe de France et aussi au Girondins de Bordeaux. C'est Alain Giresse. Donc je ne pouvais pas dire non. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai un stade à Sainte-Anne, en Guadeloupe, qui s'appelle Stade Marius Trésor. Et qui y avait avec moi? Il y avait Yannick Stopira, il y avait Alain Giresse, Jean Tigana, donc Gérard Janvion. C'est des garçons avec qui j'ai joué en club et aussi en équipe de France. Donc quand Gigi m'a dit qu'il y avait ce match avec le Variété, parce que ma dernière équipe avec laquelle j'ai fait des matchs de Coupe de France et tout, ça remonte à loin, c'était le Variété Club de France avec Monsieur Jacques Vendroux et notre président c'était Thierry Roland. Donc on a passé de très bons moments ensemble. Et juste à la fin de ma carrière, Jacques Vendroux m'avait dit: bon Marius, une fois que tu auras mis un terme à ma carrière, il faut que tu viennes jouer avec nous aux Variétés. Et j'ai fait environ une dizaine d'années à faire les matchs de Coupe de France, à m'amuser avec le Variété. Et à partir de 2005, j'ai commencé à avoir des problèmes de genoux. Et je crois que mon dernier match où j'ai vraiment joué, je l'ai fait avec les anciens des Girondins et c'était en 2006. À Balma, aujourd'hui, c'est un moment de partage, de générosité. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes générations qui retiennent ce type d'événement? J'espère simplement déjà qu'ils passeront un très bon moment sur le terrain, que ce soit en cas de victoire ou en cas de défaite. Au contraire, quand il y a les défaites, on essaie de faire ce qu'il faut pour que ça se reproduise pas. J'espère qu'avec ce tournoi d'Alain Giresse, ils vont apprendre beaucoup et surtout beaucoup de respect. Ça me ferait plaisir qu'ils arrivent à prendre le football pour un sport et pas pour autre chose. Un bon regard par rapport au comportement, et malheureusement on voit tellement de choses aujourd'hui, donc c'est un beau message en fait. Merci, mais je crois que c'est les grands qui devraient peut-être donner une belle image du football, parce que je vois quand j'étais en activité, quand un garçon restait par terre, c'est qu'il avait vraiment quelque chose. Maintenant, on a l'impression d'avoir même des grands noms, de voir des garçons se jeter comme ils font. Moi, ça me dégoûte un peu du football que j'ai connu, et je me dis ils oublient qu'il y a des garçons qui sont en train de les regarder, et même des filles, parce que le foot féminin est très en avant maintenant. Ils ont du mal je pense qu'ils ne pensent pas que ces garçons sont en train de les regarder et qu'ils vont essayer de faire exactement pareil que ce soit du bon côté ou du mauvais côté. Et c'est ça qui est dommage. Merci beaucoup Marius Trésor, c'est un grand plaisir de vous avoir reçu dans cette émission Et si on parlait de sport. On va vous souhaiter une belle continuation et ce beau message, on vous remercie parce qu'on a besoin d'entendre ça. Nous accueillons Claude Puel, ancien joueur de l'AS Monaco. Il effectuera toute sa carrière, puis entraîneur successivement de Monaco, Lille, Lyon, Nice, puis une période en Angleterre pour Southampton et Leicester City, et de retour en France à Saint-Étienne. Claude Puel, bonjour. Vous avez passé des années sur les bancs des plus grands clubs de France. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans l'approche plus décontractée mais solidaire du Variété Club de France ? Mais toujours derrière Jacques Vendroux qui nous motive et surtout qui nous demande de participer et on le fait avec un super état d'esprit. C'est pour défendre des associations et voilà, c'est extraordinaire, notamment pour la jeunesse, pour les gamins. Et puis, disons, en arrière-plan, ça nous permet également de nous entretenir un petit peu et puis de retrouver plein de joueurs, des gars avec qui on a bataillé ou avec qui on a joué. C'est toujours sympa
de refaire le monde. Il y a tout qui contribue à une très bonne ambiance et passer un très bon moment. Les gens aiment aussi venir voir ces matchs-là. Ils sont un peu nostalgiques de retrouver des gens, des idoles pour eux qui ont pu évoluer sur le terrain. Disons-le. Oui, des grands joueurs. C'est vrai qu'on n'en a plus le physique et la qualité, mais c'est toujours sympa de revoir des personnes. Alors aujourd'hui à Balma, on parle autant de football que d'engagement. Quelle est selon vous la place des sportifs dans les causes sociétales et humanitaires ? Elle est très importante. Elle est très importante parce que c'est un vecteur pour permettre justement de mettre la lumière sur pas mal d'handicaps, sur des besoins qui restent toujours très, très importants. Et puis c'est d'aider tous les bénévoles qui font un travail extraordinaire. On oublie trop souvent de les féliciter, de les remercier pour leur engagement, pour leur présence, parce que c'est eux qui tiennent à bout de bras toutes ces actions humanitaires, que ce soit pour les personnes âgées, pour les enfants, etc. Merci Claude et bon match, puisqu'il y a un match tout à l'heure. Merci. Voilà, nous accueillons Christian Carambeu, ancien milieu de terrain de l'équipe de France, originaire de Nouvelle-Calédonie. Il évolua dans de nombreux clubs, dont une bonne partie de sa carrière à Nantes, 53 sélections en équipe de France, champion du monde 1998 et champion d'Europe en 2000. Christian, vous êtes un fidèle du Variété Club. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette aventure humaine et solidaire ? Vous venez juste de dire dans la question humaine et solidaire, donc on est tous une famille. D'anciens sportifs, d'anciens artistes de haut niveau, ou, parfois du tennis ou à des variétés. Donc tous à avoir la même envie, la même ambition et surtout le même cœur. Et de surcroît, quand M. Alain Giresse nous a proposé de venir, on a tous dit oui, parce qu'il représente ô combien quelque chose d'exceptionnel, M. Giresse, dans sa longévité, mais surtout par sa carrière, qui nous a aussi inspirés. Le rejoindre dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend pour les jeunes, nous, on a été tous solidaires et voilà pourquoi on est ici. Aujourd'hui, vous êtes donc à Balma pour un match de soutien à l'UNICEF. Qu'est-ce que représente pour vous cette mobilisation autour de l'enfance et de la solidarité ? On était tous enfants, chacun a des hauts et des bas. Quand je pense enfant, je pense aussi aux parents parce que ce n'est pas facile. Quand on parle souvent d'enfants, on oublie souvent les parents. Mais c'est vrai que quand l'enfance ou l'enfant a des difficultés, parce que aussi les parents aussi ont des difficultés, et donc c'est un problème de famille qu'on se doit d'être proche, de comprendre, de trouver des solutions avec. Mais je sais que l'UNICEF fait beaucoup. Nous, on a fait beaucoup de matchs pour l'UNICEF, et Dieu sait que voilà, ils en ont besoin. Pas seulement de solutions, mais surtout de cette proximité. Et nous, on est là justement pour être proche de ceux qui organisent ces matchs ou ces événements. On est là solidaires parce qu'on a été aussi enfants et ils ont besoin aussi d'opportunités et ce qu'on essaie de donner. Voilà. Et voilà, Souleymane Diawara, ancien footballeur international sénégalais qui évoluait au poste de défenseur. Il compte 48 sélections en équipe nationale du Sénégal et dispute 4 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Formé au Havre, il a évolué ensuite au FC Sochaux, Montbéliard, Charlton Athletic, Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Souleymane, le Variété Club rassemble des générations et des personnalités très différentes. Qu'est-ce que cela vous apporte humainement de jouer dans ce cadre ? Ça m'apporte beaucoup parce que j'ai la chance d'avoir été contacté par notre manager, le magnifique Jacques Vendroux. Et c'est une occasion, personnage typique, mais c'est vrai que c'est un pur bonheur de rejoindre cette famille-là parce que ça nous permet aussi de voir des anciens joueurs qu'on côtoyait avant. Et vous savez que quand on arrête le foot, chacun fait sa vie. Et le fait d'être aux variétés, ça permet de retrouver toutes ces personnes qu'on a perdues de vue, entre guillemets. Alors justement, en même temps, c'est pour des belles causes. Et pourquoi c'est important pour vous d'être présent à Balma aujourd'hui pour ce match solidaire au profit de l'UNICEF ? C'est très important parce que la cause aujourd'hui encore, c'est par rapport aux enfants. Donc on est tous pères de famille, on est tous parents, on a tous été enfants. Et c'est vrai qu'il y a certains enfants qui ont un peu de difficultés. Et si on peut ramener notre pierre à l'édifice,
c'est avec grand plaisir que moi, pour ma part, que j'ai accepté de venir à cet événement. Et un petit message quand même qu'on pourrait donner à tous ces jeunes qui vont écouter et qui d'ailleurs vont vous voir jouer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut le dire avec ce qui se passe aujourd'hui ? De faire attention surtout aux réseaux. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est l'une des premières causes de la délinquance. Faire très attention aux réseaux, aux fréquentations. Faire attention tout simplement. Merci beaucoup Souleymane. On va vous souhaiter un bon match quand même. Merci beaucoup et j'espère qu'on va gagner. Alors lui, il n'est pas footballeur, c'est Richard Gasquet, joueur de tennis professionnel qui vient tout juste de mettre un terme à sa carrière après le tournoi de Roland-Garros 2025. Numéro 1 mondial chez les juniors en 2002, 16 fois titré en simple sur le circuit ATP. Ses meilleures performances en tournoi du Grand Chelem sont 3 demi-finales à Wimbledon en 2007 et 2015 et à l'US Open en 2013. Il a fait partie de l'équipe de France de Coupe Davis qu'il a remporté en 2017. En double, il a remporté 2 titres ATP, le titre en double mix à Roland-Garros en 2004 avec Tatiana Golovin et la médaille de bronze lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 aux côtés de Julien Beneteau. Richard Gasquet, bonjour. Vous faites aujourd'hui vos premiers pas sur le terrain de foot avec le Variété Club. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre cette belle aventure ? C'est que je suis membre en Variété depuis longtemps. Forcément, j'ai pas pu trop jouer parce qu'avec les tournois de tennis, c'est compliqué. C'est pas pareil. Maintenant que je suis à la retraite, tennistique, je peux au moins. Encore du temps pour la retraite, non ? Oui, voilà. Au niveau du sport de haut niveau, c'est fini pour moi. Donc, je suis content de venir ici. C'est pour une bonne cause. Et il y a des amis aussi, et ça me fait plaisir de jouer au foot parce que forcément, c'est un sport que j'adore. Alors, vous tirez votre révérence, comme on dit, sur les cours. Qu'est-ce qui est important pour vous d'être à Balma aujourd'hui pour ce match au profit de l'UNICEF qu'a lancé justement Alain Giresse ? Déjà, Giresse, c'est quelqu'un d'incroyable, qui a une carrière fabuleuse, beaucoup de respect pour lui. Et avec Jacques Vendroux, j'ai eu envie de venir ici, avec le Variété, pour l'UNICEF. Ça va être top. Et encore une fois, j'aime jouer au foot. Et forcément, c'est un grand moment pour moi de jouer avec tous ces champions. Donc, ça me fait plaisir d'être là, quoi. Sensible à la cause pour les enfants aussi, j'imagine. Oui, évidemment, mais tout est fabuleux pour moi. Ma passion pour le foot, les enfants, le match, venir ici dans le sud. Forcément, c'est un moment particulier pour moi et je suis très heureux d'être ici. Et maintenant, le projet à venir, il y a des idées quand même entre le tennis, on s'inquiète pas trop quand même ? Non, on s'inquiète pas, on verra. On verra ce qui va se passer. Déjà, me reposer un petit peu, prendre l'été, après on verra bien où ça va me mener forcément. Dans le tennis, c'est quand même ma passion et donc tôt ou tard, je sais que j'y reviendrai. Merci beaucoup Richard, merci pour tout ça. Et bonne journée, bon match. Merci. Et pour tous ceux qui attendaient le score final de ce match de gala organisé au profit de l'UNICEF entre le Variété Club de France et une sélection du club de Balma, c'est finalement le Variété Club de France qui l'a emporté 6-3 dans une ambiance conviviale et un public ravi de voir évoluer toutes ces légendes du football. Et pour conclure, place à une chronique spéciale Variété Club de France en compagnie de Jacques Vendroux. Et si on parlait de sport, la chronique. Et oui, c'est une chronique spéciale que nous proposons. Nous avons souhaité mettre à l'honneur une institution unique dans le paysage sportif français, le Variété Club de France. Fondé il y a plus de 50 ans, ce club emblématique mêle sport, amitié et solidarité. À l'occasion d'un match caritatif à Balma, au profit de l'UNICEF, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Jacques Vendroux, figure emblématique du journalisme sportif et manager général du Variété Club de France. Il nous raconte l'histoire, les valeurs et les coulisses de ce club, pas comme les autres. Bonjour Jacques. Bonjour mon ami. Alors Jacques, on va parler un petit peu de ce Variété Club. Est-ce que déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu pourrais nous présenter ce club et particulièrement comment est née cette aventure un peu hors norme ? D'abord, c'est une aventure hors norme. C'est une aventure incroyable. C'est une histoire d'amitié invraisemblable. Et ce club a été créé bêtement en juin 71. Nous étions dans un restaurant avec Michel Drey, avec Alain Gaudevallès, avec Serge Martinazo, avec Jean-Pierre Iserman, avec Romuald. Et on jouait tous dans des clubs civils. C'est-à-dire que Michel Drey jouait au Stade Français. Moi, je jouais au Racing Club de Paris. Puis après, je suis passé au Stade Français. Michel est passé au PUC. Enfin, il y avait une sorte de mercato, mais on pouvait plus assumer parce que on était aussi journaliste sportif chez Raymond Marciac à la télévision. Et donc, on a dit, on va créer notre club et on va jouer le mardi. Donc, on a créé notre club. Et puis, on s'est dit, il faut qu'on trouve des joueurs parce qu'on était 5. Donc, on a trouvé un commissaire de police, on a trouvé un écrivain, on a trouvé Alain Gaudevallès qui était
à l'époque recordman du monde du 100 mètres nage libre. On a trouvé un inspecteur de police, on a trouvé un pompiste. Et puis il y a quelqu'un qui a dit bêtement, mais quelle variété, avec un S, quelle variété de métier. Et c'est devenu Variété Club de France. Belle histoire. Belle histoire. Alors, le club finalement a déjà plus de 50 ans. On entame notre 55e année en septembre 25. Alors j'ai vu que vous aviez disputé déjà 2500 matchs, c'est vrai ? Oui, 2500 matchs, c'est exact. 2500 matchs. Oui. Et alors à travers la France, mais que la France. On a joué dans le monde entier, on a joué dans tous les départements et territoires d'outre-mer. On a fait des matchs en Australie, on a fait des matchs en Palestine, on a fait des matchs en Israël, on a fait des matchs au Groenland. On a fait des matchs au Maracana de Rio contre les champions du monde de 70. On a fait des matchs incroyables, inattendus, des rêves qui sont passés à la réalité pour chacun d'entre nous. Combien de matchs à peu près par an ? 40 matchs, au match le plus prestigieux comme aujourd'hui à Balma, au match où on va les jouer dans la France profonde au mois de décembre. On va jouer pour 300 € qui va permettre d'améliorer le fauteuil d'une petite fille qui est paralysée. On est reparti, on aura fait une bonne action. Mais on le fait avec plaisir. Alors c'est une structure associative et comment il fonctionne exactement, concrètement ? Il y a un comité directeur, il y a une assemblée générale lundi prochain pour renouveler le bureau. Il y a un président, il y a un manager, il y a un trésorier, il y a 2 vice-présidents, il y a des membres du comité directeur. On se réunit tous les 2 mois, on s'appelle beaucoup, on fait beaucoup de réunions en vidéo. Mais je veux dire, voilà, ça se fonctionne normalement. On a un trésorier qui nous fait les comptes, etc. Il faut trouver des sponsors. C'est une vie presque normale d'un club professionnel. Que des anciens joueurs pro ? La grosse majorité. Les exceptions, c'est Patrick Bruel qui a joué longtemps avec nous. Les exceptions, c'est Yannick Noah. La dernière exception, mais il a déjà joué avec nous, c'est Richard Gasquet qui est là à Toulouse, qui va jouer régulièrement avec nous. Je répète, ce qui est important, il y a eu Éric de Bliquer, il y a eu Patrick Proisy, il y a Matt Pokora qui a joué avec nous à Nantes récemment. Il y a Teddy Riner qui a joué à Nantes avec nous récemment. C'est une aventure incroyable, incroyable. Le Variété Club, c'est un club de foot, mais en même temps aussi, on peut dire, c'est une association engagée. On s'engage pour toutes les œuvres caritatives possibles et inimaginables. C'est-à-dire qu'on peut jouer pour une famille qui a besoin de 400 € pour améliorer le quotidien d'une petite fille. Le quotidien d'une petite fille qui est paraplégique, c'est peut-être d'un fauteuil qui va plus vite. On donne 300 €, il peut acheter un fauteuil plus moderne. Voilà, on est content. Comme on joue aujourd'hui pour l'UNICEF, à l'initiative d'Alain Giresse, je veux dire, toutes les causes sont bonnes à prendre, si je peux me permettre. Mais, je répète, on n'est pas sauveurs, on n'est pas les meilleurs du monde, on fait ce qu'on peut. Voilà, c'est tout. Mais on est content de le faire. Le club a une histoire très riche. Est-ce qu'il y a des souvenirs marquants qui symbolisent cet état d'esprit, comme ça, spontanément, ce qui te frappe, des choses qui ressortent de ce parcours ? Le plus grand souvenir, c'est malheureusement d'actualité, c'est notre tournée avec Michel Platini en Israël et en Palestine, où on va jouer à Jéricho. Et le lendemain, on joue à Tel Aviv. C'est incroyable. On a été reçus par les Palestiniens d'une manière exceptionnelle. On a été reçus par les Israéliens d'une manière fantastique aussi. Puis il y a eu d'autres tournées. Il y a eu la tournée la plus mythique, c'est sans doute la tournée la plus inattendue, une tournée au Groenland, où on a joué sur un terrain, on a fait 2 matchs. Et puis le lendemain, ils nous ont emmenés sur des icebergs. Enfin, c'était irréel. Et donc on a fait une photo sur un iceberg avec toute la délégation du Variété et on a planté le drapeau du Variété sur l'iceberg. J'ai lu aussi que vous aviez battu un record qui serait 35 heures à Angoulême. C'est exact. On a vu sur le livre de records qu'il y avait un record à battre du match de football le plus long. On s'est inscrit, on l'a fait et on l'a battu. Tiens, toujours ? Non, il a été battu il y a environ 3-4 ans. Aujourd'hui, on est à Balma pour un match caritatif en faveur de l'UNICEF. Qu'est-ce que représente finalement cette participation pour vous ? D'abord, on joue souvent pour des causes qui nous sont recommandées par des membres du club comme Alain Giresse. Alain est un membre incontesté et incontestable du Variété Club de France depuis toujours. Et donc il nous dit voilà, il faut venir tel jour à telle heure. On le sait depuis 1 an, donc on a eu le temps de le préparer. Et quand c'est un membre du club qui nous demande un match, on s'investit encore plus. Et Alain mérite. Puis le club de Balma est un club formidable et voilà. Puis je vais vous donner une information. Il y a une grande avenue ici devant le stade. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Elle va s'appeler Avenue Alain Giresse. Ça, c'est un scoop, on est content de pouvoir l'annoncer. On va l'annoncer justement dans l'émission.
Une dernière question, à mon avis, qui est importante par rapport à ton expérience, tout ce que tu as vécu. Qu'est-ce que vous espérez pour les spectateurs qui retiennent d'une telle rencontre par rapport à tout ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quel message on peut faire passer? On peut donner un moment de bonheur pendant 90 minutes à tous les gens qui sont en difficulté. Il y a la guerre. Il y a la guerre qui n'est pas très loin, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui sont malheureux. Il y a des gens qui sont tristes. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. On ne va pas sauver la face du monde. Sauf que si on peut participer modestement à un match de football en rapportant un peu d'argent pour des œuvres caritatives, on aura fait, c'est pas péjoratif, on aura fait notre boulot. Voilà. Merci beaucoup Jacques Vendroux pour ces explications. Je pense que c'est intéressant d'avoir l'envers du décor de variété. On en entend parler à la télé, mais concrètement, les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir faire ce petit échange. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à Jacques Vendroux d'avoir partagé avec nous cette belle aventure humaine et sportive qu'est le Variété Club de France, un club où les légendes du sport côtoient des passionnés dans une ambiance unique au service de grandes causes. Et c'est bien ça, la magie du Variété Club de France. On leur souhaite encore de longues années de matchs, de solidarité et de sourire. Retour pour nous au vestiaire, c'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs à ne pas manquer. Et si on parlait de sport? Fin du match. Voilà, c'est la fin du match et de cette 106e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif. Va débuter du vendredi 13 au vendredi 20 juin, judo, les championnats du monde à Budapest en Hongrie. Dimanche 15 au vendredi 20 juin, natation avec les championnats de France à Montpellier. Dimanche 15 toujours, mais jusqu'au dimanche 22 juin, cyclisme avec le Tour de Suisse à suivre. Dimanche 15 au dimanche 13 juillet, football avec la suite de la Coupe du Monde de FIFA 2025, Coupe du Monde des clubs. 12 villes sont concernées aux États-Unis. Du lundi 16 au dimanche 22, tennis avec le tournoi ATP 500 de la Halle en Allemagne et du Queen's en Angleterre et tournoi WTA 500 à Berlin en Allemagne. Mardi 17, basket féminin, championnat d'Europe, match de poule, Turquie contre la France à Athènes. Mercredi 18, basket féminin, championnat d'Europe, match de poule, France-Grèce à Athènes. Mercredi 18 au samedi 21, cyclisme, route d'Occitanie. Mercredi 18 au dimanche 22, cyclisme encore, le Tour de Belgique. Du jeudi 19 au dimanche 22 juin, canoë-kayak, championnat d'Europe eau plate à Rassis en République tchèque. Vendredi 20 juin, football, Coupe du Monde des clubs avec Paris Saint-Germain qui jouera contre Botafogo. En athlétisme, Diamonds League, meeting de Paris au stade Charletti. Basket féminin, championnat d'Europe, match de poule avec France-Suisse à Athènes. Rugby top 14, les demi-finales, Toulouse qui rencontrera Bayonne. Du vendredi 20 au dimanche 22 juin, VTT, Coupe du Monde XC, descente à Val di Sole en Italie. Équitation, Longines Paris, Eiffel, jumping au Champ de Mars. Samedi 21, rugby top 14, l'autre demi-finale, Bordeaux-Bègles qui jouera contre Toulon. Samedi 21 au 22 juin, moto GP, Grand Prix d'Italie. Lundi 23, football, Coupe du Monde des clubs, toujours avec Seattle Sounders qui jouera contre le Paris Saint-Germain. Coup de sifflet final pour cette 106e émission de Et si on parlait de sport. Un immense merci à nos invités du jour, Vincent Montaner, Timéo Gouzi, Simon Lhuillier, Alain Giresse, Jean-François Simal, Géraldine Meneghitti, Jacques Vendroux, Marius Trésor, Christian Carambeu, Souleymane Diawara, Claude Puel, Richard Gasquet. Vous avez mis le feu au micro avec vos voix, vos parcours et surtout votre passion. Et à vous, chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous suivre, à liker, à partager, à vous abonner. Et franchement, ça nous donne des ailes. Continuez, on ne lâche rien grâce à vous. Un grand salut sportif à nos partenaires fidèles, LG Consultants, Samper Connect, l'agence Belambra et Dialogue Sport. Grâce à vous, l'aventure continue à plein régime. Sans oublier l'incroyable équipe de l'Assaut Et si on parlait de sport, une vraie Dream Team qui bosse avec le cœur pour que chaque émission soit réussie. On remet ça très vite avec du sport, de la bonne humeur et des invités qui font vibrer. Même micro, même passion. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'énergie signée Et si on parlait de sport.